Marie-Josée Avenier. Donc vous avez passé une grande partie de votre vie à osciller entre la pratique et la théorie, et notamment au CNRS, vous avez mené une grande partie de vos recherches. Et on va parler là, ce matin, de la méthode dialogique. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode dialogique et pourquoi elle a été importante dans votre parcours ? Voilà, alors la méthode dialogique, c'est une méthode de recherche collaborative avec ce que nous appelons dans notre jargon de chercheurs des praticiens, c'est-à-dire des managers, des dirigeants d'entreprise, des praticiens du management. Donc. Le but de cette méthode, c'est de développer des connaissances reconnues par l'académie en tirant parti de l'expérience et des connaissances de praticiens du management et en vue d'éclairer des pratiques de management, d'éclairer des problématiques pratiques qui sont récurrentes, qui sont persistantes, que des managers n'arrivent pas à affronter correctement. Donc, cette méthode, je l'ai appelée dialogique pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle repose sur le dialogue entre des chercheurs et des praticiens. Un dialogue et non pas des monologues alternatifs. On essaye de comprendre les problématiques du praticien et on écoute ses connaissances, on écoute ce qu'il a à nous dire. Et l'autre sens du mot dialogique, c'est le principe dialogique d'Edgar Morin, qui est un principe d'action dans la complexité, que j'évoquerai peut-être ultérieurement. Voilà, ce sont les deux raisons. Donc, l'idée, c'est de partir d'une problématique pratique rencontrée par un dirigeant avec lequel on se retrouve en contact parce qu'il participe, par exemple, à une même conférence et on est arrivé à entrer en contact avec lui. Et sur cette problématique pratique, le travail du chercheur, c'est d'aller voir dans la littérature académique s'il existe des théories susceptibles d'éclairer cette problématique. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Et une fois qu'on a fait ce travail, on présente à notre interlocuteur les différents éléments théoriques qu'on a pu trouver dans la littérature, et c'est à lui de nous dire si ces éclairages l'aident à avancer sur ce problème ou pas. Ce n'est pas nous, chercheurs, qui décidons que, effectivement, ça éclaire ou ça n'éclaire pas. C'est vraiment l'éclairage du praticien. Vous allez chercher dans la recherche ce qui existe et vous le présentez aux praticiens. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, bien souvent, le praticien vous dit « Oui, effectivement, bien sûr, c'est un éclairage intéressant, mais regardez, mon problème est plus complexe que ça. Et voilà quel est le problème. » Et c'est comme ça qu'on arrive à identifier ce qu'on appelle, quand on publie à l'international, un gap théorique, un fossé théorique, c'est-à-dire une question qui n'a pas été éclairée par la théorie pour l'instant. Et on en fait une question de recherche. Donc, cette question de recherche, elle est définie dans le dialogue avec le praticien. Alors, c'est là que peut-être les choses se corsent, parce que encore faut-il définir cet objet. Voilà. Et à partir de quelle base épistémologique on définit cet objet ? Alors, la méthode telle que je l'ai conceptualisée a été définie dans une épistémologie constructiviste pragmatique. Après, alors vous nous expliquerez... je vous expliquerai peut-être ultérieurement, peut-être vaut-il mieux dérouler la méthode. Oui, tout à fait. Et après, on pourra peut-être approfondir ce sujet. Donc, une fois que la question de recherche est posée, l'idée, c'est de tirer parti des connaissances existantes sur le terrain d'étude par rapport à cette question et d'expérimenter avec les acteurs de ce terrain sur des solutions un peu innovantes. Et ce faisant, on développe ce que j'ai appelé de la connaissance locale, c'est-à-dire une connaissance qui est justifiée localement dans ces entreprises, sur ce terrain-là, dans ce contexte précis. Le travail complémentaire du chercheur est de retourner à la théorie et d'essayer de conceptualiser en liaison avec les théories existantes comment ces notions se situent par rapport à ce qui existe. C'est notre rapport conceptuel de chercheur et de connaissances académiques.
Après, l'étape suivante, c'est de mettre en pratique ces connaissances. Donc, sur le terrain d'études initial, évidemment, puisque là, il y avait une problématique, mais éventuellement sur d'autres terrains. Donc, il faut communiquer. Voir s'il y a une transversalité, qu'on peut transférer ces connaissances. Est-ce qu'elles sont, en termes théoriques, transposables? Alors, justement, l'idée, c'est de monter dans ce que j'ai appelé la généricité. C'est de devenir des connaissances génériques que l'on doit recontextualiser pour les utiliser dans un autre terrain. Mais on passe par un niveau méta pour pouvoir avoir une forme de généralisation, qui est une généralisation par abstraction, par montée en abstraction. Et ensuite les missions du chercheur, communication académique, essayer de publier ces sujets-là, évaluation par les pairs, et lorsque l'on arrive à publier, on a une reconnaissance par l'académie, donc qui donne une légitimité académique, on va dire scientifique pour faire bref, à ces connaissances-là. Communication à des communautés de praticiens, de managers dans différents congrès, associations, pour avoir une légitimité par la pratique. Donc j'ai toujours voulu garder ces deux aspects de la dialogique maurinienne, pertinence pratique, reconnaissance, rigueur académique. Alors, on voit bien à quel point cela est important, même pour nous, en tant qu'institut de recherche sur l'innovation, parce qu'on voit bien comment on peut avoir accès à toute une série de théories sur l'innovation, mais à quel point aussi le fait d'observer ce qui se passe réellement est important, et qu'au fond, notre champ le plus intéressant, c'est ces pépites, en fait, ces zones floues, où on sent bien qu'il y a un décalage entre la pratique et la théorie, et ça serait intéressant d'éclairer la pratique. Vous me disiez la semaine dernière qu'au fond, vous avez vu tout au long de votre parcours la difficulté qu'il y avait d'introduire finalement des dimensions de sciences molles, comme on dit, puisqu'on oppose souvent la science dure, les mathématiques, la physique, à la science molle, la sociologie, la philosophie, etc. Et comment vous avez navigué au milieu de tout ça? Parce que venant des sciences dures, vous avez tout de même un parcours très particulier. Et est-ce que c'était plus facile ou plus difficile d'introduire des nouveaux concepts en sciences molles? Ce qui m'a posé problème, c'est la question de la rigueur. Qu'appelle-t-on la rigueur dans ce genre de recherche? Et la rigueur ne se joue pas uniquement dans l'utilisation d'outils mathématiques et statistiques. La rigueur, c'est réfléchir sur qui on va interroger, la manière dont on va interroger, la manière dont on va observer les choses. Donc, et bien sûr, le lien, l'inscription dans un cadre épistémologique de ce que l'on fait, la justification par rapport à ce qu'on considère comme être de la connaissance. Donc, alors ça, c'est notre prochaine vidéo, qui est un des enjeux fondamentaux de la recherche actuelle. C'est au fond, quand on cherche, mais dans quel contexte et dans quel référent? Est-ce que c'est une recherche dans un référentiel, et vous allez nous en parler de différents, un référentiel positiviste, un référentiel post-constructiviste, post-moderne, enfin il y a toute une grammaire des contextes épistémologiques dans lesquels peut s'effectuer une recherche, et vous allez nous parler de ça lors de notre prochaine interview. Merci beaucoup Marie-Josée Avenier. Merci.